soyez les bienvenus sur cet atelier dédié à la logistique urbaine et au casse-tête du dernier kilomètre. Soyez les bienvenus. Ce que je vous propose, comme il est 14 heures pile, eh bien, c'est que nous attendions les personnes qui n'ont pas encore tout à fait réglé leur montre comme la nôtre. On va leur laisser quand même 1 minute pour nous rejoindre, parce que peut-être aussi ça prend un tout petit peu de temps de créer la connexion, de rentrer sur la plateforme. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas attendre plus d'1 minute, donc ça va commencer très bientôt. Vous faites bien d'être derrière votre écran. 1 minute donc pour vous dire que nous avons un chat aussi sur cette table ronde. Donc je vous invite, quand vous le souhaitez, s'il y a un moment pendant l'atelier où vous avez une question, je vous invite tout simplement à la poser dans le chat. Donc vous allez voir, c'est situé sur la droite de votre écran, donc c'est-à-dire l'inverse par rapport à ce que je fais, puisque je crois que la vidéo est inversée. En tout cas, donc c'est à droite de votre écran, sur le deuxième onglet, il y a un chat et c'est par là que vos questions vont me parvenir. Donc je les attendrai, je les consulterai régulièrement pendant la table ronde. Je vous dis aussi que, voilà, si vous posez des questions auxquelles on a déjà répondu, malheureusement, évidemment, je ne pourrais pas les reprendre, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y aura un replay aussi de cette table ronde. Donc si jamais vous manquez un bout ou si vous avez raté le début, eh bien, c'est très simple, vous pourrez la revoir. Donc on parle de logistique urbaine dans quelques secondes. Peut-être le temps de me présenter. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Charlotte Decocker, je suis journaliste, animatrice à la RTBF, c'est-à-dire la radio-télévision belge francophone, et je suis très heureuse d'être à vos côtés cet après-midi. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette minute de politesse pendant laquelle nous attendions peut-être les retardataires. Bienvenue donc, si vous nous rejoignez, dans cet atelier dédié à la logistique urbaine et aussi au casse-tête du dernier kilomètre. La logistique urbaine, c'est-à-dire la manière dont les produits et les marchandises arrivent en ville, et d'ailleurs pour certaines aussi en repartent. Alors, vous n'aimez pas rester coincé derrière un camion de livraison qui est en double fil, contact allumé, vous trouvez que ça fait du bruit, vous trouvez que ça pollue, ou bien vous êtes déjà ému du sort de tous ces livreurs à vélo qui attendent le client sous la pluie et qui travaillent sans protection sociale, ou encore, au contraire, vous trouvez que tout ça ne va pas assez vite et que lorsqu'une boutique de vêtements n'a pas votre taille en magasin le matin, elle devrait pouvoir l'avoir l'après-midi. Cet atelier est fait pour vous. Plus précisément, pourquoi avons-nous souhaité aborder la question de la logistique urbaine avec vous? Eh bien parce que, vous allez le constater au cours de cet atelier, l'organisation des flux de marchandises en ville et tout particulièrement le dernier kilomètre, eh bien, cette organisation est un sujet d'importance majeure à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi social et économique, et donc il devient un sujet évidemment aussi important pour le politique. Le dernier kilomètre en ville, dans des villes, dont les voitures sont de plus en plus, bannies. Et pourtant, même si c'est un sujet stratégique, peu de gens en sont conscients, notamment parce que c'est un sujet complexe qui est peu abordé aussi, par la recherche. On a peu de matières scientifiques, on a peu de chiffres, de mesures qui sont faites, sur la logistique urbaine, ce qui complique encore plus, le tableau. Du coup, on a plusieurs objectifs ensemble cet après-midi. D'abord, de comprendre ce sujet déjà, le comprendre dans toute sa complexité, d'en faire ressortir tous les enjeux. Identifier aussi ensemble les défis qu'il faut résoudre, et il y en a beaucoup. Et puis, on l'espère, dégager des solutions ou au moins identifier des pistes de travail et les conditions de réussite pour qu'on puisse tous, ensemble, vivre dans des villes à la fois bien approvisionnées en marchandises, calmes, non polluées et prospères.
Et pour ça, on est avec des gens particulièrement compétents sur le sujet. Je vous les présente. Alors, nous sommes en compagnie de Frédéric Delaval, directeur général délégué d'Urbi. C'est une société du groupe La Poste qui est spécialisée dans la logistique urbaine et plus particulièrement dans la gestion du dernier kilomètre. Bonjour Frédéric Delaval. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Nous sommes aussi avec Romuald Delemaire, qui est directeur d'agence DB Schenker, une grande entreprise allemande de logistique. Bonjour Romuald Delemaire. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. On est également avec Pierre Ozen, qui est élu adjoint à la mairie de Strasbourg en charge des questions, justement, de logistique urbaine. Bonjour Pierre Ozen. Bonjour à vous tous et toutes. Et nous sommes donc également avec Lionel Chevrier, qui est directeur général chez Moulins Advance, qui sont donc les anciens moulins de Strasbourg et qui ont donc évidemment besoin de livrer de nombreux artisans boulangers en ville. Bonjour Lionel Chevrier. Alors, Lionel, on ne vous a pas entendu, par contre, on vous a vu bouger. Et j'espère que peut-être que vous pourriez nous redire un mot. Bonjour à toutes et à tous. Génial, on vous entend. Donc je vous propose qu'on commence avec vous justement Lionel Chevrier pour comprendre bien vos enjeux à vous, qui avez des enjeux de matériel à livrer, d'ailleurs du matériel alimentaire. Mais d'abord, alors à vous qui nous regardez, je vous redis, si vous venez juste de nous rejoindre, qu'il y a un chat sur le côté droit de votre écran et que grâce à ce chat, vous pouvez aussi nous envoyer des questions et que je les relayerai auprès de nos intervenants. Donc c'est parti. On commence donc avec les enjeux de la logistique urbaine, essayer ensemble de bien les saisir. Avec d'abord donc Lionel Chevrier. Lionel, vous êtes donc directeur général de Moulins Advance. Concrètement, ça fait combien de kilos de farine qui sont livrés dans combien d'endroits chaque jour? Alors, si on prend l'ensemble de nos boulangers, on a 600 boulangers en tout dans le Grand Quart Nord-Est. Maintenant, si on s'adresse uniquement sur Strasbourg, on livre sur à peu près 30 à 40 boulangers, à peu près 2 à 3 fois par semaine, avec des quantités qui vont de 200 kilos à plusieurs tonnes par jour. Si on prend maintenant la zone plus particulièrement la Grande Île, on a une vingtaine de boulangers qu'on va livrer là aussi 2 à 3 fois par semaine. La farine, ça se transporte de la même façon que d'autres types de matériaux ou bien c'est particulier, ça demande des conditions particulières? Alors la farine se transporte, elle est en sac de 25 kg, en sac papier de 25 kg. C'est un produit très pondéreux, donc qui nécessite des précautions au moment de son transport et donc qui est nécessaire de protéger des intempéries notamment et de tout ce qui peut se passer. Ça veut dire que c'est du sur-mesure. Quand vous demandez une livraison, ça se passe pas de la même façon que pour d'autres clients, par exemple? Alors chaque artisan va commander son propre mix produit. On peut être amené à livrer 7 à 8 produits différents dans des quantités complètement différentes. Et la livraison, oui. C'est un peu comme la tournée du laitier. On va de boulangerie en boulangerie de manière à alimenter chaque boulanger avec sa propre commande. Et donc pour l'instant, la manière la plus classique pour vous de livrer, c'est comment? Alors aujourd'hui, donc on livre avec des camions, soit des 19 tonnes, soit des 26 tonnes, et on essaye de le faire tôt le matin, de manière à éviter les problématiques d'embouteillage, mais en même temps aussi pas trop tôt pour éviter les problématiques de gêne au niveau du bruit et de ce que ça peut occasionner pour les riverains. Vous diriez que c'est optimal aujourd'hui la manière dont vous fonctionnez? Alors ça dépend de ce qu'on appelle optimal. Si on raisonne en termes de livraison, on va dire que c'est optimal si on parle que sur l'aspect purement économique. Après, d'un point de vue environnemental, c'est sans doute pas optimal, hein, puisqu'on met des camions sur la route. Donc il y a une vraie question autour de cette livraison et comment aujourd'hui
aller vers une livraison qui environnementalement soit plus adaptée à ce que l'on doit faire aujourd'hui. Vous disiez qu'en termes de prix, pour l'instant, c'était optimal, en tout cas ça vous convenait. Mais pour avoir quand même un ordre d'idée, la livraison sur le produit fini farine, ça représente combien de pourcents du prix? Alors c'est entre 15 et 20% en fonction des produits. Oui, donc c'est quand même La farine, un gros morceau. c'est un enjeu. La logistique dans la meunerie est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, c'est un défi que de trouver les bonnes solutions qui allient l'économie et l'écologie, tout en respectant les différentes règles en vigueur. Alors justement, on est aussi cet après-midi donc avec Romuald Delemaire qui est directeur d'agence DB Schenker. Donc c'est votre métier, hein, la livraison, la logistique. Ouais. Chez vous, chez DB Schenker, la logistique urbaine, c'est 25 à 30% de vos clients. Donc c'est quand même une bonne partie de votre activité. Derrière tout ça, derrière cette livraison, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça coûte cher de livrer en ville? Qu'est-ce que ça demande comme compétences et comme logistique justement derrière? Donc bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Je dirais que tout d'abord, l'objectif principal, c'est souvent ce dernier kilomètre, c'est aussi le premier contact avec le client qu'on va livrer. Donc c'est écouter aussi celui ou celle qui attend la marchandise et réunir les meilleures conditions qui soient pour y arriver. Je voudrais compléter sur ce qu'a dit Lionel précédemment. Nous travaillons ensemble, voilà. Donc on apprend aussi ensemble. Donc il y a un aspect économique qu'il a évoqué, il y a l'aspect écologique, c'est-à-dire quelles solutions innovantes nous pouvons mettre en œuvre pour réduire les nuisances, réduire les émissions de CO2 dans ce que nous faisons tous les jours. Il y a un aspect aussi, que je mettrai entre guillemets, qui est l'aspect social, c'est comment rendre le travail, la mission moins pénible pour celles et ceux qui la réalisent. Donc nous, il y a ces trois enjeux, si je devrais résumer, donc l'économique, l'écologique, le social. C'est ce qui nous guide dans la mise en œuvre de cette mission quotidienne, avec je dirais quatre piliers fondamentaux. Pour parler factuel, c'est réduire notre empreinte carbone en premier. Adapter nos process, donc chercher à mutualiser au maximum les flux au travers des solutions pour réduire notre influence dans les livraisons du centre-ville, accroître aussi notre performance énergétique, parce qu'il n'y a pas que les camions, il y a aussi les bâtiments dont nous avons besoin les uns les autres pour mettre en œuvre notre mission, qui rentre en ligne de compte. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut concrètement dire de ce que l'on fait? C'est qu'on développe une flotte de véhicules en lien avec la demande de nos clients, les exigences des municipalités et le concours des constructeurs. Donc, à savoir que nous développons actuellement et nous avons mis sur le marché des véhicules de type électrique de la gamme e-Canter de chez Mercedes qui commence à être éprouvé, avec un enjeu extrêmement important. Et un véhicule comme ça, par exemple, ça coûte combien? Ça coûte une centaine de milliers d'euros. Donc, une fois qu'on a réalisé l'investissement… Ça veut dire combien en tout quand vous avez réalisé l'investissement, c'est combien de véhicules et pour un total de combien? Alors aujourd'hui, compte tenu que nous sommes aux prémices de la maîtrise technique de cette technologie électrique sur ces véhicules, ça paraît peu, mais c'est aujourd'hui le nombre le plus grand qu'on trouve dans les entreprises de transport. Nous aurons à terme 36 véhicules e-Canter dans toute l'Europe, et Strasbourg fait partie du choix de DB Schenker pour le développement de cette gamme de véhicules. Donc nous sommes en train d'équiper notre site de stations chargeurs et de rentrer dans les semaines qui viennent des véhicules de ce type-là pour assurer la distribution du centre-ville de Strasbourg. Peut-être rapidement, puisque vous parliez… oui.
Puisque Alors, vous la parliez deuxième question, de ces investissements oui. et de cette question écologique dont vous avez envie de vous saisir, hein, vous nous le dites, c'est une demande des clients. Qu'est-ce qu'ils attendent, vos clients, concrètement? Je pense que c'est une demande du marché et des professionnels et de la société civile en général. Vous l'avez dit en introduction, c'est de rendre la ville plus agréable, la ville moins bruyante, la ville moins polluée et de rendre les relations entre les différents acteurs plus vivables, si je puis dire. C'est l'attente de tous. Alors, le client, il attend qu'on le livre à l'heure, au moment où il a besoin de ses produits, surtout. Donc il attend un savoir-faire technique, c'est notre métier, c'est pas le sien. Il attend aussi beaucoup de savoir-être, donc il y a un aspect humain qu'on n'évoque pas toujours, mais qui est extrêmement important, qui est le rapport entre celui qui livre et celui qui attend la marchandise. Voilà. Donc je reviens au niveau des technologies. On a aussi développé la mise en service de véhicules au gaz naturel comprimé, qui sont en service chez nous pour livrer la ville de Strasbourg. Ce qui est un atout puisque là-bas on réduit notre empreinte carbone en faisant ça, et puis avec le concours de la réglementation de la municipalité, ça nous permet aussi, la ville encourage ceux qui sont dans l'initiative à pouvoir livrer plus longuement et un peu plus longtemps. Donc ça nous permet de disposer de plages horaires un peu plus larges pour livrer, donc en l'occurrence la Grande Île. Merci Romuald Delemaire. Peut-être qu'on va entendre, parce qu'on va vous réentendre un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est, comme on parle beaucoup de la ville pour l'instant, c'est qu'on s'adresse justement à la personne qui représente la ville de Strasbourg, Pierre Ozen, qui est en charge des questions de logistique urbaine. On a beaucoup là évoqué la question environnementale, hein, et le souhait de livrer de manière verte. J'imagine qu'en tant qu'élu et engagé pour l'écologie dans votre parcours, c'est quelque chose qui compte pour vous de manière plus large. Quels sont les enjeux pour la ville et pour les riverains? Tout d'abord, merci d'associer la ville de Strasbourg et puis surtout les propos tenus par les deux entrepreneurs, le logisticien et puis l'entreprise des Moulins, qui sont, on le voit, des acteurs essentiels pour la transition en termes de logistique urbaine. Au niveau de la ville de Strasbourg et plus largement au niveau de l'Eurométropole, nos enjeux sont clairement, la question de la qualité de l'air. La qualité de l'air, de faire en sorte qu'on puisse respirer un air qui permet d'être sain et qui ne mette pas en danger la population, mais également une qualité de l'air qui ne mette pas en péril le climat, puisque c'est deux éléments qui sont en jeu à travers cette notion. Ensuite, il y a bien évidemment la question du cadre de vie. Le cadre de vie, c'est une ville qui permet certes d'être livrée, mais sans avoir un certain nombre de nuisances telles que le bruit, telles que l'encombrement de l'espace public, et également la question de l'intensité du trafic, la cohabitation entre les différents usagers et les usages, et une ville qui se développe, une ville qui s'agrandit certes, mais aussi une ville qui va nécessiter de plus en plus de flux. Et comment est-ce qu'on peut faire fonctionner tout ceci alors que les tuyaux, eux, qui vont permettre d'irriguer le territoire, eux ne vont pas forcément s'élargir. Donc ça, c'est des enjeux pour nous qui sont particulièrement importants, auxquels il va falloir répondre à travers une réflexion autour de la logistique urbaine. Il y a certes le politique qui peut influencer, mais il y a aussi, et on le voit avec les précédents témoignages, que les logisticiens et les entreprises sont aussi sensibles sur ces défis-là. Et je pense qu'on est arrivé à un moment particulier de l'histoire, si vous voulez, des villes, où les enjeux économiques et les enjeux environnementaux se retrouvent pour pouvoir améliorer finalement le cadre de vie de tous et de toutes, et permettre aussi aux entreprises de rester là où elles sont, soit au centre-ville, soit en première proche anneau de centre-ville. Et notamment à Strasbourg, nous avons la particularité d'avoir un grand port autonome, le grand port autonome de Strasbourg, le
qui est le deuxième port fluvial de France et qui est situé au bord du Rhin, mais ça veut dire que pour son accès, il faut systématiquement traverser la ville de Strasbourg. Et donc du coup, là aussi, pour nous, il est essentiel qu'on puisse permettre d'assurer la pérennité du port et donc du coup les accès au port, mais sans les nuisances qu'engendre ce trafic important, puisque l'interland du port est environ de 100-150 km pour les principaux flux. Donc ça, pour nous, c'est des enjeux très importants. Et enfin, comme beaucoup de villes, faire en sorte que les centres-villes de France et même d'ailleurs ne deviennent pas les Far West par exemple des livreurs à vélo ou autres. Donc du coup, la nécessité de pouvoir améliorer la cohabitation des uns et des autres. Et quels sont vos leviers d'action justement? Parce que ça fait effectivement beaucoup de sujets sur lesquels il peut y avoir des changements, beaucoup de sujets sur lesquels on peut agir. Quels sont vos leviers? Alors, je dirais que on a grosso modo deux leviers. Un levier réglementaire qui permet de structurer et d'organiser, par exemple, les horaires de livraison, mais également la typologie des véhicules qui sont autorisés à circuler en fonction de telle ou telle heure ou en fonction de telle ou telle classe de motorisation. Le précédent intervenant avait justement évoqué ce que j'appelle le bonus-malus, c'est-à-dire un véhicule qui est environnementalement parlant intéressant sera autorisé à livrer plus tardivement qu'un véhicule qui est plus polluant et qui lui sera restreint à une durée de livraison très courte, et finalement ça permet d'encourager. Et ça me permet de parler du deuxième levier qui est le levier incitatif à travers des investissements par exemple en faveur par exemple d'un ferroutage local, mais aussi du développement de stations-service de gaz naturel véhicule. Actuellement, l'agglomération compte 4 stations de ce type. C'est insuffisant dès lors qu'on veut promouvoir cette motorisation qui présente beaucoup d'avantages en termes d'autonomie, en termes de puissance développée et également en termes d'efficacité par rapport à la qualité de l'air. Donc voilà deux aspects par exemple qui sont à notre portée, réglementaire et initiatif. Alors il y a un aspect dont on n'a pas parlé dans tout ça, parce que pour l'instant, on a parlé avec des spécialistes de la logistique, avec, quelqu'un qui travaille avec eux aussi, mais peut-être une dernière question pour vous, Pierre Ozenne, c'est que tout ça, ça veut dire travailler aussi avec des professionnels de la livraison. Cependant, il y a beaucoup d'artisans qui livrent eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont leur propre flotte de véhicules, ou justement qui n'ont pas de flotte et qui travaillent avec un vieil utilitaire. Est-ce que ça veut dire que tous ces gens-là, en gros, c'est fini, ils vont plus pouvoir travailler parce que, eh ben oui, ils n'ont pas la possibilité de renouveler comme chez DB Schenker leur voiture ou leur utilitaire très souvent, et donc ça veut dire que forcément eux, ils vont devoir passer par d'autres manières. C'est un peu ça aussi que vous voulez insuffler? Je pense que on est à la croisée des chemins. On ne peut plus se permettre de continuer à assurer une logistique urbaine qui présente énormément de difficultés par rapport à la question de la qualité de l'air, du bruit ou autre. Il est évident que cet accompagnement doit se faire pour ceux et celles, entrepreneurs, artisans ou autres, qui n'ont pas forcément des moyens importants pour pouvoir renouveler leur flotte, mais c'est aussi le moment pour eux soit de recourir à des logisticiens qui peuvent répondre à leurs besoins, ou tout simplement à travers une mutation de leur motorisation, à travers l'innovation qui permet, et c'est des éléments qui existent dans d'autres pays, par exemple, de passer d'une motorisation diesel à une motorisation GNV, et donc du coup de cocher les cases du point de vue climat, par exemple. Et c'est à ce titre-là que nous souhaitons encourager et développer un réseau de garages qui va permettre de pouvoir changer la motorisation. Pour parler de manière un peu technique, c'est au niveau de l'injecteur que cela se passe au niveau de la motorisation, mais ça permet aux particuliers ou à entrepreneur, de pouvoir garder son véhicule, souvent qui est adapté à son besoin, mais uniquement modifier ce qui est aujourd'hui le plus problématique, à savoir la typologie de la motorisation.
Alors vous avez, parlé, merci, hein, Pierre Rosen, vous avez parlé donc, du fait que, ces gens-là vont peut-être devoir faire appel à des nouveaux professionnels, désormais, hein, pour les livraisons en ville. Et alors justement, on est avec un de ces nouveaux professionnels aussi, c'est Frédéric Delaval qui est directeur général délégué, d'Urbi, qui est donc, une société du groupe La Poste spécialisée, dans la logistique urbaine et plus particulièrement dans le dernier kilomètre. C'est une entreprise qui est très jeune, hein, qui a 5 ans. Et alors, a priori, quand on crée une entreprise, c'est qu'on se dit qu'il y a une opportunité économique à créer un produit qui n'existe pas encore, qui pourrait rapporter de l'argent peut-être un jour. Pourquoi vous avez considéré que la logistique urbaine, c'était pas un problème, mais une opportunité? Bonjour à toutes et à tous. La logistique urbaine est une opportunité, on peut le voir comme tel, mais à l'origine, lorsque nous avons commencé à réfléchir sur la logistique urbaine, en fait, on s'est rendu compte que si nous ne changions pas nos habitudes et nos façons de travailler, ça allait devenir un frein à l'exploitation et au développement de nos activités. Donc, la logique au sein du groupe Là, a vous été parlez du groupe La Poste? Des oui, du groupe La activités Poste, de prendre du conscience groupe La de Poste. cette de comment dirais-je de cette transformation. À partir de là, eh bien, le groupe m'a confié la mission de trouver des solutions et peut-être un marché. Et c'est la raison pour laquelle le groupe, avec la Banque des Territoires, nous avons créé le réseau Urbi, qui a été créé première unité opérationnelle en mars 2018 et qui ne cesse de se développer. Alors, en fait, une opportunité de marché, je dirais plutôt, oui, bien sûr, à partir du moment où on est capable de le révéler, à partir du moment où on est capable je dirais, d'apporter des réponses aux besoins à la fois des collectivités, des citoyens et puis des entreprises. Tout à l'heure, Pierre Et alors justement, ces citait réponses que vous apportez, est-ce que vous pourriez nous les détailler? Parce que alors, c'est vraiment des activités en fait, nouvelles. la question est de savoir, c'est comment concilier le développement du e-commerce, le développement de la mobilité des marchandises, de plus en plus de complexité aussi à livrer, puisque tout à l'heure, Lionel nous expliquait que ces produits demandaient beaucoup d'attention. La complexité de la livraison augmente. Il y a aussi une inconnue sociale qu'il ne faut pas écarter et qu'il faut intégrer. Donc nous, ce que nous avons proposé, c'est de construire un opérateur spécialisé dans le dernier et le premier kilomètre. Et nos services s'expliquent de manière assez simple. C'est la possibilité de créer je dirais à la périphérie des grandes villes, telles que Strasbourg, un centre de mutualisation ou plusieurs qui permet aux acteurs qui ont besoin de faire de la livraison de marchandises en cœur de ville de ne plus rentrer dans la ville et de déposer leurs marchandises dans un centre de mutualisation. Alors vous employez un mot qui est hyper intéressant et hyper important là, c'est mutualisation. Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important? Alors pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est la possibilité d'augmenter les charges transportées à la fois dans les véhicules, d'accord, mais aussi les charges déposées auprès de nos clients. Parce que c'est la possibilité, je vais prendre un exemple très simple, c'est si plusieurs transporteurs professionnels, collectivités déposent leurs marchandises chez nous, lorsque nous allons livrer de manière optimisée, pour un client, nous allons pouvoir livrer en une fois plusieurs commandes qu'il aura pu passer précédemment auprès de plusieurs professionnels. Donc ça veut dire qu'en fait, par la connaissance du client de proximité, nous pourrons, je dirais, généraliser ses besoins de livraison ponctuelle pour l'ensemble des commandes qu'il aura pu passer. Chose aussi très importante, c'est un véhicule chargé au maximum, avec la bonne énergie, circulant dans le contexte réglementaire défini par la collectivité, avec du personnel formé. Et j'entendais tout à l'heure et je suis totalement d'accord sur le sujet du savoir-être et la reconnaissance des métiers de la livraison. Si on commence à reconnaître ces gens, vont s'inscrire dans des valeurs de l'échange de proximité et vont servir au mieux leurs clients. Et ils vont essayer de faire les choses au mieux et le plus rapidement possible pour essayer de nuire le moins possible à l'environnement, qu'il soit économique ou environnemental.
Une chose très importante, c'est que ces véhicules, plutôt que de ressortir de la ville à vide, eh bien, ils peuvent aussi se charger au fur et à mesure de leur tournée et se charger de la reverse logistique, se charger des produits de la ville qui sont Vous voulez dire vendus à des l'extérieur. retours, hein, c'est ça? Reverse Voilà, et logistique, c'est puis les des retours. recyclables C'est pour que aussi, les camions, à la fois, soient pleins au maximum quand ils arrivent quand et ils quand ils rentrent dans la repartent. ville Parce que et quand ils c'est vrai ressortent. qu'on l'a pas peut-être assez expliqué au début, donc je reviens un tout petit peu en arrière. Mais c'est vrai qu'une des problématiques aussi de la logistique urbaine, c'est que il y a beaucoup de livraisons différentes qui arrivent à des mêmes clients. Il y a beaucoup de camions ou de camionnettes qui circulent et qui sont pas pleines ou pas pleins. Et que effectivement, si on arrive à mutualiser, ça fait moins de camions, enfin, ou en tout cas moins de Voilà, véhicules qui sont en route. exactement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous mutualisez, déjà, vous avez la possibilité d'investir dans des moyens qui vont être mis à la disposition de tous. Et vous avez aussi la possibilité de maîtriser le coût de la distribution. Et en plus, quand vous investissez, eh bien, vous investissez dans, je dirais, le contexte réglementaire fixé, de manière à avoir le meilleur véhicule avec la meilleure énergie pouvant circuler aux meilleurs horaires, en accord avec les besoins à la fois des personnes, des entreprises et de la collectivité. Donc, les véhicules vont rentrer, mais ils vont aussi ressortir chargés pour éviter que des véhicules rentrent dans la ville à vide pour aller chercher des produits de la ville. L'objectif, c'est la mutualisation, c'est la massification. Ce sont les métiers du transport qui gagnent leur vie comme ça. Là, il suffit simplement, je dis simplement, c'est de le faire le plus intelligemment possible pour servir au mieux les intérêts du cœur de ville. Alors merci Frédéric Delaval. Justement, ça nous fait déjà un premier début de solution, hein, avec vous, cette idée de la mutualisation. Avant qu'on parle encore plus précisément des solutions et des choses qui sont à notre portée, j'ai une question. Angélique qui nous demande, et je pense que la question s'adresse plutôt donc à Pierre Rosen, donc adjoint à la mairie de Strasbourg en charge des questions de logistique urbaine. Angélique vous demande quel accompagnement de la part de l'Eurométropole pour les transitions énergétiques volontaires qui n'ont pas été citées pour le moment, c'est-à-dire hors gaz et hors électricité. Est-ce que vous avez une réponse, Pierre Rosen? Alors, s'il s'agit d'accompagner mutation d'une mobilité, à savoir changer un véhicule ou autre, nous au niveau des écolos, on préfère faire en sorte que les personnes puissent préserver leur véhicule et s'attaquer uniquement là où on a la plus grande difficulté. C'est le propos que je tenais précédemment. Après, dès lors qu'on veut passer finalement sur un autre véhicule, mais qui va être plutôt un véhicule adapté pour le dernier kilomètre urbain, type un vélo cargo ou autre, dont on peut disposer d'entreprises plutôt innovantes à proximité, pas très loin d'ici d'ailleurs, du côté de l'Ar, la ville de Strasbourg et l'Eurométropole sont en train de réfléchir sur la mise en place d'un dispositif qui va permettre d'amortir l'investissement à travers un leasing, donc c'est-à-dire le fait pour le détenteur de pouvoir à travers un loyer de pouvoir financer son investissement, et le coût de départ est pris en charge par la collectivité et ensuite amorti. Voilà par exemple une des pistes qui est actuellement en cours d'étude auprès des services de l'Eurométropole. Merci Pierre Rosen. Et donc je rappelle que si vous avez des questions, hein, vous passez par le chat qui est situé à droite de votre écran. Je crois que c'est le deuxième onglet. Et donc je relayerai vos questions auprès de nos intervenants. Si je fais un petit point maintenant, alors qu'il est à 14h34, sur ce qu'on s'est déjà dit. En gros, les enjeux de la logistique urbaine, c'est le respect de l'environnement, le confort des riverains, avoir un approvisionnement réussi, évidemment, un coût qui convienne à tout le monde, trouver des professionnels compétents aussi. Il y a des solutions qui commencent à se mettre en place, hein, des entreprises qui sont spécialisées spécifiquement là-dedans, comme Urbi. Il y a aussi les grands acteurs
de la logistique qui s'y mettent, hein, DB Schenker, vous en êtes la preuve. Et d'ailleurs, vous avez mis en place un projet avec les moulins Advance, une nouvelle manière de livrer pour certains clients. Donc certains clients boulangers des moulins Advance seront désormais livrés via DB Schenker d'une nouvelle manière. Peut-être qu'on peut entendre d'abord Lionel Chevrier sur cette question. Donc vous êtes directeur général chez Moulins Advance. Je crois qu'il est question de péniche et de vélo. Alors, effectivement, c'est pas forcément avec DB Schenker, mais aujourd'hui, on est à la recherche de solutions. On ne sait pas laquelle est la bonne. Notre question, c'est on doit réfléchir à la transition énergétique et comment livrer demain. Donc il existe différentes solutions. Donc avec DB Schenker, on va partir sur la solution gaz dans un premier temps. Et en parallèle de ça, nous allons faire un essai avec la société ULS, qui est basée pas loin de chez nous, pas loin des Grands Moulins, au niveau du stockage. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir transporter d'abord la farine sur péniche et ensuite d'alimenter les différents boulangers avec des vélos, des vélos qui porteraient 160 kg de farine. C'est un essai que l'on va faire. Cet essai, d'abord, il faut voir la faisabilité technique parce que, comme je vous le disais, on alimente à peu près une dizaine de tonnes par jour. Ça fait, si vous divisez par 160 kg, un certain nombre de vélos sur les routes. La question, c'est est-ce que c'est envisageable? La deuxième, c'est est-ce que habituellement on fait une livraison en une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, ça peut prendre plus de temps. Est-ce que là aussi pour notre boulanger, est-ce que c'est acceptable? Et puis la troisième, elle serait économique. Est-ce que le coût économique sera supportable, soit par nous, soit par le boulanger? C'est des choses qu'on doit vérifier. Donc aujourd'hui, on cherche des solutions. Il y a d'autres énergies aussi dont on n'a pas parlé. Hein. On parle le biodiesel, l'oléocin, qui peut être aussi une des alternatives aux énergies qu'on utilise aujourd'hui, mais qui rencontre encore des contraintes réglementaires, mais qui peut être une des solutions. Aujourd'hui, ma question, c'est comment on doit aller. Alors, on doit aller vite, mais en même temps, quand on investit, je sais que pour en avoir discuté avec Romuald, l'investissement dans un camion gaz, c'est pas pour un an qu'on fait un investissement comme ça. Donc, quelle énergie choisir demain? Quel mode de livraison choisir pour demain? C'est vraiment un sujet stratégique pour nous et pour lequel les réponses sont pas simples. Donc, je pense que c'est un travail qui doit être mené en commun. Je pense que c'est important de pouvoir partager avec effectivement l'Eurométropole, de voir quelles sont les solutions, de voir les différentes possibilités techniques qui se présentent à nous, et de manière à faire les bons choix pour demain et encore une fois que ce soit des choix pérennes d'avenir et pas uniquement du one shot pour dire on a fait c'est bien, c'est joli, mais ça marche pas. Non, il faut qu'au bout du bout, le boulanger, nous, il soit livré pour que le lendemain matin, le consommateur, il ait ses croissants et sa baguette. Donc ce sont des vrais sujets stratégiques aujourd'hui. Alors, on a reçu une nouvelle question et on va la traiter, mais j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, Lionel Chevrier. Vous citiez donc DB Schenker sur l'investissement dans les camions qui fonctionnent donc au gaz, et vous souleviez le problème que, effectivement, c'est pour le long terme. L'idée, c'est qu'on teste des choses, mais il y a un moment où il va falloir faire des choix et que ces tests deviennent peut-être une généralité qui va se faire à plus grande échelle et donc des plus grands investissements encore. Et puis peut-être que finalement, ce qu'on a testé, on va devoir le mettre à la poubelle. Et ça peut quand même être très compliqué. Romuald Delemaire, comment vous faites pour gérer chez DB Schenker cet aspect test et comment vous envisagez le long terme? Je dirais que, et sans prétention, enfin l'agence de Strasbourg bénéficie des expériences du groupe dans son ensemble.
pour synthétiser ce qui a été dit par Lionel Dulpar et Frédéric et Monsieur Ozen, en fait, c'est les solutions techniques et énergétiques font partie de la solution, donc elles peuvent être de différentes natures, l'électrique, le gaz, en l'occurrence pour ce qui est des solutions éprouvées aujourd'hui. Mais après, ça répond à une partie de ce que nous avons à trouver comme solution. Après, il y a le schéma logistique. Et le schéma logistique, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure. Je pense que la clé est au moins autant là que dans le choix technique et énergétique des véhicules. C'est l'addition des deux. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu, si je puis dire, et Urbi en est l'exemple, que la mutualisation, c'est le dénominateur commun qui nous permettra d'optimiser les flux, donc les mouvements de marchandises en nombre de véhicules entrant et sortant des centres-villes. Donc nous avons, je pense, compris, dans le sens où nous avons pris l'intérêt, je dirais, collectif plutôt que notre intérêt particulier. Et nous avons tenté la solution Urbi depuis 2 mois à Strasbourg, c'est-à-dire nous appuyer sur un acteur qui a vraiment consacré et concentré son énergie sur la livraison du dernier kilomètre et qui met toute son énergie, sa recherche, sa solution là-dessus. Donc, est-ce qu'on arrive là à un point qui est assez essentiel, c'est que vous acceptez aussi en tant que logisticien de dire on va essayer de s'entendre avec d'autres acteurs du secteur. Pour vous, la solution, elle passe par là? Elle est dans le fait de réfléchir ensemble, de décider de la meilleure solution ensemble, et puis après de la mettre en production. Je pense que aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qui ont été éprouvées. Les vélos cargo sont une solution qui permettent de livrer les centres-villes de façon sereine, efficace, mais pour un certain type de marchandises. En l'occurrence, on peut citer les triporteurs strasbourgeois, à l'initiative desquels nous étions en 2018. Donc ça permet de répondre, mais c'est parti d'une logique de livrer propre le dernier kilomètre avec des vélos, quelque chose qui ne fait pas de bruit, avec du moyen technique qui permet de livrer des colis et des palettes jusqu'à 250 kg de charge. Donc c'est la solution qui, pour la livraison de certains boulangers, peut convenir à LMA. Mais c'est aussi un centre de mutualisation sur lequel l'ensemble des acteurs peuvent venir s'appuyer pour éviter d'arriver de façon anarchique et trop nombreuse, livrer la multitude des clients. L'autre solution maintenant qui se développe, et Frédéric en a parlé, c'est Urbi. Je pense qu'il est important que nous arrivions le plus possible à être convaincus de la nécessité de mutualiser nos flux à chaque fois que cela est possible. Ça fera moins de camions dans nos centres-villes, et même s'ils étaient propres, le fait qu'il y en ait moins, de toute façon, rendra la ville plus agréable et rendra la ville aux citoyens, à celles et ceux qui y vivent et qui la traversent tous les jours. Voilà ce que. Alors on va reparler justement de cette mutualisation sur laquelle vous insistez. Avec donc Frédéric Delaval, directeur général délégué d'Urbi. Et il y a une question qui vous concerne, justement, qu'on a reçue à nouveau de Angélique, qui parle à nouveau de ces très petites entreprises, de ces artisans qui font, et dont on parlait tout à l'heure, qui font aussi de la livraison, dont c'est pas le métier. Est-ce que votre solution s'adresse aussi à eux, c'est-à-dire des artisans qui vont peut-être aussi aller de la ville à la ville, en fait, sans passer par l'extérieur, et qui ont besoin de solutions de livraison simples et qui n'ont peut-être pas les moyens de faire appel à un professionnel. Est-ce que vous arrivez à pouvoir vous adapter à ces acteurs-là avec une solution qui leur convienne au niveau du prix? Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait, dans la logique de mutualisation, on doit être à même de travailler avec des grands acteurs internationaux, type DB Schenker, qui nous font confiance, mais aussi
avec des petits acteurs locaux. Et c'est pas péjoratif, ça fait partie du tissu économique de chaque zone urbaine. La difficulté, c'est que lorsque vous avez des grands flux qui sont standardisés, qui sont informatisés, vous allez me dire c'est plus facile. Et en fait, toute la question et tout le challenge est d'appliquer et d'offrir à des petits acteurs. Et quand je dis petit, c'est pas une question de comment, c'est pas péjoratif. Encore une fois, c'est juste une question de taille, avec toute leur valeur ajoutée locale. Mais comment leur offrir les mêmes services? Alors, il y a un enjeu extrêmement important. La première chose, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que même un artisan qui a des flux à la hauteur de son activité, eh bien, nous devons être capables de lui offrir un accès, je dirais, transparent à nos plateformes pour qu'il puisse déposer en toute sécurité et qu'il ait aussi toute la traçabilité à partir d'applications simples qu'il peut avoir sur son téléphone portable pour voir que ses marchandises arrivent bien là où il le veut. L'autre chose aussi très très importante, c'est qu'il faut avoir en amont travaillé avec lui sur la satisfaction de ses besoins et sur sur la gestion au quotidien de ses besoins. Je m'explique. Aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de cuisinistes qui ont de plus en plus de difficultés à livrer les cuisines commandées par leurs clients aux appartements de leurs clients pour que des équipes de monteurs puissent les installer. Eh bien, et les cuisinistes, ils peuvent appartenir à des grandes chaînes ou ils peuvent être autonomes et ils ont des problématiques de dire, bah oui, mais comment je vais livrer une cuisine, élément par élément, comment je me gare, comment je livre à l'étage, comment j'évacue les déchets, les anciens meubles, etc. Donc, il faut avoir un cahier des charges extrêmement rigoureux qui permet de recevoir l'ensemble des produits de ces entreprises, de les stocker, de faire même de l'appairage. Alors, excusez-moi, c'est un terme un petit peu technique, mais qui dit que quand on a d'un côté les meubles et de l'autre côté l'électroménager, eh bien, il faut tout livrer en même temps. Et puis, le jour J, à l'heure où il l'aura voulu, il faut être capable de prendre un rendez-vous pour livrer ces produits pour que l'équipe de montage de la cuisine, chez un particulier, puisse réaliser son métier dans les délais impartis. Donc, c'est un travail qui ne peut avoir lieu que si les besoins sont bien exprimés et si la digitalisation et la gestion des ordres de préparation sont effectuées avec beaucoup de rigueur. La logistique est un travail de grande précision. Trop tôt, ça marche pas. Trop tard, c'est pas la peine. C'est vraiment à leur demander qu'il le faut. Et bien sûr, dans un contexte qui nous impose de respecter les contraintes. Vous parlez de digitalisation, vous montrez à quel point ça peut être complexe. On s'imagine bien que, alors voilà, il y a le dialogue avec l'artisan, et puis derrière, il faut réfléchir et surtout, tout ça, ça va être une affaire aussi, peut-être, arrêtez-moi si je me trompe, mais d'algorithmes, de choses à coder. Est-ce qu'on a les compétences aujourd'hui en France? Est-ce qu'on a, alors est-ce que c'est des ingénieurs qui font ça? Est-ce que c'est des informaticiens? Est-ce qu'on a, assez de gens qui font ça? Alors écoutez, nous travaillons avec une entreprise, je vais la citer parce que c'est un de nos partenaires qui s'appelle Telia, qui développe un TMS, excusez-moi de l'acronyme, ça s'appelle Transport Management System. C'est un outil qui permet de gérer le transport des marchandises avec un haut degré de traçabilité. Elle est basée à Lyon. C'est une équipe de plusieurs dizaines de personnes, de programmeurs, de gens qui vont accompagner les utilisateurs de leurs outils pour satisfaire les besoins. Ce sont aussi des outils qui sont extrêmement connectés, c'est-à-dire ils discutent avec tous les autres systèmes d'information de tous les autres professionnels pour pouvoir faire des échanges de données en lien avec les échanges physiques. Il y a les compétences en France. Les données que nous avons sont aussi analysées par des gens qui font du big data, qui peuvent travailler sur l'intelligence artificielle, de manière à ce que derrière il y ait des traitements, je dirais, qui permettent d'optimiser les choses et d'offrir de meilleurs services. On a la compétence en France et en Europe, mais
Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne l'a pas en propre dans notre entreprise. On n'a pas toutes les compétences, loin de là. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Bien, on noue des partenariats avec des entreprises de développement informatique, avec des universités, des centres de recherche, avec d'autres professionnels du transport, pour essayer d'apprendre collectivement à essayer d'être meilleurs ensemble. Il n'y a pas de secret. La logistique, c'est une chaîne. Et c'est une chaîne de, comment dire, d'acteurs qui sont reliés les uns aux autres, et on doit travailler tous ensemble, ne serait-ce que pour se transmettre l'information, et ensuite pour pour optimiser le traitement physique. Donc, il y a la compétence en France et en Europe, c'est pas un problème. Par contre, il faut que tout le monde, il faut qu'on apprenne à travailler encore mieux tous ensemble pour faire bénéficier des avantages de ces nouvelles technologies à tous, y compris aux citoyens à la ville. C'est un beau défi humain en plus. C'est à 360 degrés, c'est pas uniquement les entreprises, bien sûr. On a une question qui va nous permettre d'aborder quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Merci Bernard, donc, qui nous dit « Le nombre de livraisons et leur rapidité est aussi lié au fait qu'on est allé vers le zéro stock. Quid de la réflexion sur la possibilité de stocks locaux, par exemple chez les commerçants? Si le boulanger peut stocker quelques sacs à proximité, le délai de livraison ne serait-il pas moins critique? » Et alors ça nous pose en fait aussi une question qui est la question de l'immobilier en ville. Effectivement, les surfaces de stock se sont réduites, les boutiques sont de plus en plus petites. Il y a aussi une autre question qui est qu'en France, le code du commerce, si je ne m'abuse, ne permet pas les livraisons quand le récipiendaire n'est pas là. Je vais peut-être m'adresser à Pierre Ozanne, à la mairie de Strasbourg. Est-ce que, d'un point de vue immobilier, justement, la question d'agrandir les espaces et de pouvoir avoir des espaces, ou bien de pouvoir avoir des espaces de stockage en ville mutualisés, peut-être aussi pour les commerçants, c'est une question qui se pose, qui est à l'étude, à laquelle vous avez déjà réfléchi? Alors, sur la ville de Strasbourg et son agglomération, nous disposons d'un avantage, c'est qu'il y a un certain nombre de surfaces qui peuvent être utilisées pour faire de l'entreposage ou du stockage. Nous avons souhaité, par exemple, préserver l'ancienne gare aux marchandises qui est située dans un quartier périphérique de la ville de Strasbourg, justement pour pouvoir être un lieu de stockage, justement pour pouvoir faire de la mutualisation et permettre d'assurer le dernier kilomètre avec le meilleur routier. En revanche, sur la question plus spécifique sur des stockages tampons à travers la ville, je vous cache pas que nous sommes en train de réfléchir justement à un dispositif qui avait été testé ou mis en œuvre lors de travaux à Rouen sur leur métro tram et qui avait fortement impacté les rues dans lesquelles les travaux se déroulaient, et donc du coup les commerçants qui s'y trouvaient avaient des difficultés de livraison. Et donc du coup ce qui s'était passé, et on trouve que c'est un exemple qui pourrait nous être fort utile pour expérimenter et développer, c'est tout simplement le fait d'avoir des containers qui ressemble à des boîtes comme du click et retrait, si vous voulez, comme on peut retrouver auprès de la Poste ou de DHL ou autre, peu importe, et d'avoir ces containers qui sont chargés justement dans les centres de mutualisation des espaces dont on dispose à proximité, et ensuite qui sont transportés à des horaires adaptés et posés dans des points stratégiques de la ville, et pas que au centre-ville, et ensuite les commerçants pourraient retirer leurs marchandises en fonction des horaires qui les arrangent eux, et ou déposer de la marchandise pour faire du click and retrait, et grâce au centre de mutualisation pour pouvoir ensuite dispatcher en fonction des horaires de présence de la clientèle. Puisqu'on a eu quelques échanges avec des commerçants qui assurent par exemple la livraison à domicile de produits alimentaires, et qui nous disaient que l'écrasante majorité des livraisons s'effectue entre 17h et 19h par exemple. On a une certaine concentration et non pas en pleine journée comme on pourrait l'imaginer.
Et donc du coup, le fait d'avoir ce genre d'outils où le commerçant vient déposer sa préparation, etc., dans ce conteneur et ensuite qui est acheminé, donc une sorte de mutualisation dans le centre de mutualisation, puis ensuite être livré et acheminé à bonne destination, fait partie des pistes que nous étudions actuellement. Peut-être que je pourrais poser aussi cette question à Lionel Chevrier. Pour les moulins Advance, vous livrez les boulangers. Est-ce que pour vous, alors est-ce que c'est quelque chose que vous observez chez vos clients? Est-ce qu'ils aimeraient pouvoir stocker plus? Est-ce que par exemple au niveau de la marchandise farine, ce serait possible? Est-ce que, par exemple, elle conserve suffisamment, suivant la manière dont elle est stockée, chez, les boulangers? Ça pourrait, être mis en place si, il y avait un peu plus d'espace, ce serait possible de stocker la farine? Voilà, la farine est un produit qui se conserve très bien. Nous, nos stocks, on a des stocks qui tiennent plus de 6 mois, donc il y a pas de problématique de DLUO ou de choses comme ça. Enfin, il y a une DLUO, mais qui est suffisamment longue pour pas avoir de problème. Après, se pose le problème de la surface de stockage, effectivement, aujourd'hui dans les boulangeries. Le boulanger n'a plus la place pour mettre suffisamment de sacs. Alors après, mettre des stockages temporaires, se posera toujours la problématique de la propriété, mais aussi des problèmes de traçabilité, des problèmes. Il y a des gros sujets à bien maîtriser derrière. Même si l'idée semble intéressante, il y a quand même des gros sujets de qui est responsable de quoi, et notamment qui va amener le sac chez le boulanger. Est-ce que c'est lui qui va porter son sac tous les jours? Je suis pas sûr que ça sera très efficace, quoi. À réfléchir. Après, on peut aussi réfléchir. Aujourd'hui, nous on livre sur deux fois par semaine, peut-être livrer plus souvent avec moins de quantité pour que ça prenne moins de temps. Il y a peut-être ce genre de choses aussi à réfléchir. À voir. Il y a une question que vous venez juste de soulever, Lionel Chevrier, et qui est soulevée aussi par Damien. On parle de responsabilité juridique. Le frein majeur de la mutualisation n'est-il pas celui de la responsabilité juridique de la délivrance de frais? Peut-être que c'est une question pour Frédéric Delaval, d'Urbi, parce que vous avez quand même beaucoup réfléchi à cette question de la mutualisation. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à cette partie-là, l'aspect juridique, et si oui, qu'est-ce que ça a donné du coup? Alors, sur ces aspects-là, si vous voulez, Urbi, opérateur du dernier kilomètre, nous sommes comme tous les acteurs du transport, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous confie des marchandises, il y a un transfert de responsabilité. Et cette marchandise est sous notre responsabilité, je dirais, en termes d'assurance, c'est-à-dire que nous prenons les assurances pour pouvoir garantir qu'en cas de problème, nous soyons en capacité, avec nos assurances, de pallier à ce problème, de rembourser, etc. Ça c'est un point important. Et nous réalisons un certain nombre d'opérations de stockage de bord de ville, à la fois pour faire du réassort de magasins, ou à la fois pour livrer directement des particuliers à la demande du propriétaire du stock. Tant que le produit est dans nos stocks, dans nos bâtiments et dans nos véhicules, c'est totalement sous notre responsabilité, et ça fait partie de la prestation. Ce que je voudrais dire, par contre, c'est le sujet comment dirais-je, du stockage. Vous savez, depuis 50 ans, toutes les emplacements logistiques dans la ville ont été repoussés à l'extérieur des villes, très très loin. Certaines métropoles et grandes villes ont fait des analyses pour démontrer que la majeure partie de la logistique a évolué quasiment jusqu'à 50 km en dehors de la ville. Pourquoi? Parce que en fait, le foncier de cœur de ville avait pris une telle valeur qu'il était plus intéressant, et là je ne vais pas dire pour qui que ce soit, je vais dire pour l'ensemble de l'écosystème, de le valoriser au travers de logements, de commerce et d'autres activités, de bureaux, etc. Si bien que la logistique a été totalement rejetée des cœurs de ville. Aujourd'hui, du fait des besoins qui sont de plus en plus fins,
livraison au domicile, des flux de plus en plus faibles. Depuis près de 20 ans, on voit comment dirais-je, le poids à la commande qui diminue de manière extrêmement importante. Eh bien, en fait, on se retrouve à devoir faire des livraisons de plus en plus fréquentes entre ces extérieurs de ville et ces intérieurs de ville. C'est ce qui augmente aussi comment dirais-je, les fréquences et les volumétries. Les enjeux peut-être du futur, c'est de se dire qu'il faut réinsérer de la logistique urbaine au cœur des villes pour créer des centres de services au service de la collectivité, des citoyens, des entreprises, des commerces, de manière à avoir des commerces de proximité. À partir de là, on a la possibilité je dirais presque même, en réinternalisant la logistique urbaine au cœur de ville, c'est de donner aux acteurs du cœur de ville des services de e-commerçants qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui au travers de la phase de confinement que nous sommes en train de vivre. C'est comment faire vivre notre écosystème économique urbain, dont les magasins non essentiels ont été fermés, par rapport à d'autres qui continuent à approvisionner parce qu'ils obéissent à des chaînes plus internationales. C'est d'une grande complexité et je pense que réinsérer de la logistique urbaine avec des emprises immobilières réservées dans les programmes comment dirais-je, d'urbanisation, eh bien, ça permettra de réinstaller un peu de services de logistique au cœur de ville et par là même aussi de faire une livraison, je dirais, sur le dernier hectomètre, la plus en lien avec, je dirais, la vie dans la ville. Voilà. Donc, c'est un équilibre qu'il faut peut-être créer au cœur de ville pour réinsérer un peu de la logistique conviviale pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, bien sûr, complètement différente d'avant et sûrement avec avec des moyens différents. C'est un peu la raison pour laquelle on dit toujours que la logistique urbaine aujourd'hui, c'est simplement 10% de ce qui va être réinventé dans les 20 prochaines années, parce que je pense que nos besoins vont évoluer et qu'on va avoir besoin de retrouver du service pour tous les acteurs de la ville dans les années à venir. Est-ce que c'est pas aussi une question effectivement de changement de société? C'est-à-dire que j'ai l'impression que à la fois on est de plus en plus sensible aux questions écologiques, même si ça n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas ça progresse un peu, mais qu'en même temps on est dans une société où on comble tout de suite les besoins, on n'a plus l'habitude d'attendre quoi que ce soit, mais c'est aussi parce que on a l'habitude d'avoir des réponses tout de suite avec nos outils numériques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu peut-être de rééducation de la lenteur à faire et peut-être que je vais m'adresser à la personne qui représente le politique dans cet atelier parce que c'est des choses que vous portez et je pense que quand on porte des valeurs, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de gens qui soient d'accord avec ça, surtout quand ça peut finalement peut-être pas restreindre leur liberté, mais en tout cas restreindre leur volonté d'avoir tout de suite. Comment on gère ça, Pierre Ozen? Désolé, une petite question de son. Eh bien, ça s'appelle les injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on veut tout et son contraire, et que, ma foi, il va falloir quand même composer dans un environnement fini avec des contraintes qui sont quand même majeures, contraintes qui consistent à faire en sorte qu'on préserve les uns et les autres en bonne santé et que l'environnement ne nuise pas à la santé de la population. Et pour cela, il est vrai que très souvent, on a déconnecté un certain nombre d'éléments du quotidien des effets qu'ils engendrent. J'en veux pour preuve le fait, par exemple, et c'est pour ça qu'un des propos qui a été tenu précédemment, je le partage entièrement, sur le fait que les centres-villes et la ville de manière générale, on les rend propres, entre guillemets, c'est-à-dire en excluant un certain nombre d'activités au profit de logements. Combien de villes à travers le monde, mais surtout en Europe, ont vu leurs espaces portuaires effacés au profit de zones, de quartiers branchés,
de nouvelles zones urbaines à destination essentiellement de services ou d'habitat. Strasbourg a également sa part, mais on peut citer à Confluence à Lyon et d'autres sites en France pourraient être cités. Les quais de Bordeaux, par exemple, aujourd'hui sont des quais qui sont prisés pour se promener ou autres, alors que initialement c'était à destination de la logistique, alors pas forcément du dernier kilomètre en l'espèce, mais en tout cas qui avait une fonction autre que ce que ça a actuellement. Et je pense que le fait finalement en termes de société de dire bon voilà, on veut on a tel choix de société à faire et ça va engendrer telle chose, et de le remontrer et de ne pas le cacher et de voir les effets que ça prend, de telle sorte à ce que les uns et les autres, que la population, le citoyen, puisse avoir conscience que telle décision, à savoir je vais être livré tout de suite maintenant, partout, à toute heure, ça a tel effet à la fois sur l'environnement, à la fois au niveau social, puisque très souvent, et on le voit avec les livreurs à vélo qui sont assez symptomatiques, mais aussi les livreurs de colis qui sont payés souvent au lance-pierre par rapport à la quantité de travail à réaliser, qui se stationnent de manière peu courtoise vis-à-vis des cyclistes, des piétons ou des autres usagers de la route. Et en fait, c'est là où on voit que à un moment ou à un autre, on ne peut pas tout accepter et qu'il faut trouver des règles. Et les règles, c'est la réglementation. Et la réglementation, c'est ce qui permet finalement en société de pouvoir assurer que les uns et les autres puissent vivre sans avoir une nuisance à côté. Et finalement, le politique, c'est là aussi de montrer aux citoyens, de faire révéler aux citoyens qu'on ne peut pas tout avoir tout maintenant tout de suite et qu'il est nécessaire probablement de réinterroger la forme urbaine et des choix de vie à travers des comportements qui ne sont pas forcément soutenables socialement et environnementalement parlant. Alors on a des réactions tout à fait positives sur ce propos, hein, sur le fait qu'effectivement il faut changer de mode de pensée. Alors là on parlait des citoyens, mais donc les citoyens ils veulent être livrés, mais les entreprises aussi elles veulent être livrées et on peut. Alors, est-ce qu'on peut éduquer les citoyens? Est-ce qu'on peut éduquer les clients? Peut-être que je vais m'adresser à Romuald Delemaire de DB Schenker, parce que c'est quand même une vraie question. Vous disiez tout à l'heure, Pierre Rosen, que vous pensiez que les livraisons, elles s'étalaient plutôt dans la journée, mais que en fait la majorité, vous aviez eu des statistiques, c'était plutôt entre 17h et 19h. Je suppose que c'est parce que ça arrange les clients d'être livrés plutôt en fin de journée, quand il y a moins de monde, ou que sais-je. En tout cas, enfin, pour vous, Romuald Delemaire, est-ce que c'est possible de dire à vos clients, écoutez, non, en fait, pour mieux gérer les flux, on va plutôt vous livrer à cette heure-là parce que en termes de trafic, est-ce que c'est possible? Je dirais que cette logique qui part du principe de dire au client ce qu'il va devoir admettre ou faire ne marche pas. Voilà. On peut dialoguer, ça c'est certain. Après, je dirais qu'il y a des logiques, si vous voulez, qui sont immuables. Il y a la logique du B2C, c'est-à-dire un professionnel qui vend un professionnel, qui concerne le cœur de métier des DB Schenker, à savoir livrer des commerçants qui ouvrent généralement leur magasin à 10 heures. Malheureusement, en ce moment, ce n'est pas le cas pour la majorité, mais on va dire en période normale, c'est quand même largement le cas, et qui ont besoin de se consacrer sur leur cœur de métier, à savoir les clients qui vont venir dans leur boutique. Ils ont besoin généralement d'être livrés avant. Voilà, c'est une donne assez immuable, et il serait intéressant d'associer des commerçants à notre table ronde, et je pense qu'ils confirmeraient ce que je suis en train de vous dire. Après, il y a l'habitude du citoyen, du client que nous sommes tous, sur le flux B2C. C'est-à-dire vous commandez en ligne grâce aux moyens digitaux, et puis vous faites livrer quand vous en avez décidé, et celui qui va vous livrer va prendre contact avec vous pour vous livrer le matin, l'après-midi, le soir, à votre convenance. Et ça, c'est le monde du e-commerce auquel majorité d'entre nous participons. Voilà aujourd'hui l'état des lieux, et le professionnel de la logistique, au milieu de tout ça, doit penser, imaginer des solutions qui conviennent à ces flux-là. Mais si c'était par exemple le politique qui vous contraignait, que vous disiez
Eh ben, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est la loi. Ben, Ça, vous ça, ça, savez, ça changerait rien pour vous? quand on est contraint, on s'adapte à la contrainte. On l'a toujours fait, on le fera toujours. Après, il faut simplement que la contrainte, elle soit adaptée à une société. C'est-à-dire que le logisticien, lui, trouvera toujours une solution, qu'elle soit technique, qu'elle soit d'ordre organisationnel, au niveau de la gestion des flux. Si demain je suis en tant que DB Schenker contraint de livrer dans certains créneaux horaires, je trouverai une solution ou moi-même ou par la mutualisation. On y arrivera. Il faut simplement que cette contrainte, elle corresponde à, je dirais, aux conditions de vie d'une société. Il faut partir de cela. Et je pense que c'est vrai que raisonner les consciences, on en rêve tous. Après, je pense que le monde est aussi dans une marche en avant. Et moi, j'ai une fille qui a 20 ans, qui a des amis de 20 ans aussi, et qui ont des amis de 20 ans. Aujourd'hui, il leur est impossible, comme aux commerçants, d'être en contact. Bah, la solution B, c'est d'ouvrir son smartphone et de se faire livrer par un moyen comme un autre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de décider de ce qu'on veut maintenant et de l'avoir, même pas demain, de l'avoir aujourd'hui si c'est possible. Aujourd'hui, c'est ce qui régit notre vie de tous les jours. C'est le just in time d'un besoin en face duquel il faut que le produit arrive à celui qui le souhaite dans un délai court. Et je pense que sur une échelle de temps, c'est ce qui va nous guider sur une échelle de temps d'au moins 5 ans. Pour ceux et celles qui sont autour de la table, c'est ce qui va nous guider à réfléchir à des solutions. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Je pense qu'il y a eu des idées intéressantes qui sont développées autour de la table. Bien sûr, des moyens techniques non polluants, c'est le prérequis, c'est le préalable. C'est mettre en œuvre des véhicules qui polluent moins. Mais la mutualisation et la possibilité, en lien avec les villes, de trouver des endroits de mutualisation qui soient justement proches de cette ville et pas trop loin pour ne pas faire un premier kilomètre et puis après un deuxième très long kilomètre, constitue un des enjeux pour rendre la logistique, la solution logistique de demain plus durable, je dirais. Alors, comme il nous reste 5 minutes, je tiens à le notifier à tous ceux qui nous regardent, parce que s'ils ont encore des questions, vraiment, c'est absolument maintenant. Il y a un sujet qu'on a peu abordé en fait, mais dont on a parlé plusieurs fois. On l'a évoqué sans rentrer vraiment beaucoup dedans. C'est la question du social et de comment traiter les gens qui font ces livraisons. On voit tous des livreurs à vélo qui attendent sous la pluie et qui n'ont pas de protection sociale. Évidemment, c'est eux. Vous aviez souligné et vous étiez plusieurs à dire que ça faisait partie de la qualité de la livraison, d'avoir un savoir-être. Comment on s'assure justement à la fois d'avoir le personnel compétent et puis de bien le traiter et qu'est-ce que ça engendre pour conséquence pour l'entreprise en termes de budget notamment et de recrutement. Est-ce qu'il y a là aussi c'est facile de recruter dans ce domaine-là comment ça se passe par exemple Frédéric Delaval chez Urbi? Alors là, vous abordez un sujet qui est extrêmement complexe. Et je pense que tous les torts sont partagés à l'origine, dans le sens où la profession de la livraison du colis n'est pas indemne de critiques sur le sujet, mais en même temps, les tensions sur les coûts sont telles dans le domaine du dernier kilomètre que il est difficile de, comment dire, jusqu'à maintenant, de livrer de manière très perfectible. Alors, juste une chose extrêmement importante, c'est que il faut faire la distinction entre, vous parliez tout à l'heure des gens qui attendaient à la sortie des magasins et qui allaient livrer, avec toutes les plateformes Uber ou autres. Ce sont des plateformes sociales d'échange de marchandises. C'est de la course, c'est du point à point. Urbi ne s'inscrit pas dans cette logique-là, dans le sens où si on fait du point à point, on mutualise pas. Donc si on mutualise pas, en fait, ça n'appartient pas au concept d'Urbi à la base. Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est que si nous voulons mutualiser, si nous voulons utiliser des véhicules parfaitement dimensionnés en accord avec la réglementation, c'est parce que derrière, on doit être en capacité de gérer le coût du dernier kilomètre. Et dans le coût du dernier kilomètre, il y a une chose extrêmement importante, le service après
et la qualité du service apporté à la personne à qui on remet la marchandise, mais aussi la gestion des litiges et des problèmes rencontrés lors de la livraison. Les coûts attachés aux difficultés de la livraison, que ce soit les litiges, et les litiges, ça peut être, excusez-moi, bien vous n'êtes pas là, par exemple, on a pris rendez-vous avec vous et vous n'êtes pas là. Et donc il faut faire ce qu'on appelle une deuxième présentation, une troisième présentation, et donc faire quelque part tourner les véhicules pour venir vous retrouver si vous n'êtes pas là. Eh bien ça, il faut savoir le gérer de manière extrêmement précise, très proprement. Et si nous sommes capables de mieux gérer les rendez-vous, les litiges, eh bien, nous réduisons les coûts. Et si nous réduisons les coûts, nous pouvons redonner une partie des bénéfices générés à la formation des livreurs, au développement de l'attitude de la livraison, et puis donc de ce fait-là, les doter de moyens technologiques, de faire en sorte qu'ils soient mieux valorisés auprès de la population auprès de laquelle ils rendent service. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants parce que les véhicules que ces gens conduisent deviennent de plus en plus complexes, technologiques, dans un environnement de plus en plus contraint. Ils doivent, tout à l'heure j'entendais, on disait, je crois que c'est Pierre qui disait, il se gare quelquefois un peu n'importe où, etc. Je ne prends pas la défense, je dis simplement que quelquefois ils y sont aussi contraints parce que ils savent plus comment travailler et ils sont des fois même rejetés. Donc il faut changer l'image du livreur, il faut lui redonner les moyens de travailler dans de bonnes conditions avec une formation, avec du matériel, avec sa compréhension de l'univers dans lequel de la ville dans laquelle il vit, pour pouvoir mieux s'intégrer aux règles de la ville dans une politique qui est claire, nette, précise, définie par les acteurs de la cité. En fait, c'est ni plus ni moins la logistique. Je dirais, je veux simplement conclure par là que si vous saviez, je crois que c'est une superbe filiale d'intégration des personnes en difficulté, des personnes qui ont eu des échecs scolaires. Je vais vous donner un exemple. Nous essayons de faire en sorte que si nous avons des livreurs en vélo qui font de la livraison de palettes, telles que citées tout à l'heure par Romuald, eh bien, petit à petit, on peut penser qu'au bout de 2, 3, 4 ans, ils vont pouvoir, on va leur payer un permis pour qu'ils livrer avec des véhicules électriques ou au GNV, puis ensuite des poids lourds avec derrière toutes les certifications qui vont bien, de manière à progresser aussi et de suivre ces personnes dans leur évolution professionnelle dans le temps. Je crois que c'est très important de voir que le domaine de la livraison du dernier kilomètre peut aussi servir, je dirais, d'intégration des gens qui en ont besoin. Ben, merci beaucoup Frédéric Delaval. Vous venez justement de répondre à la dernière question qui a été posée sur ce sujet-là et qui est arrivée il y a exactement au moment où vous parliez. Donc cet atelier devait se terminer à 15h15, il est 15h17 et je pense que c'est bien aussi de permettre aux gens de faire une pause puisqu'il y a une table ronde de clôture aussi qui va arriver. Donc du coup, je vais tous vous remercier parce que c'était particulièrement intéressant. On a pu vraiment voir toute la variété des sujets que pose la logistique urbaine et puis aussi voir un peu les variables stratégiques sur lesquelles on peut agir. On a beaucoup parlé de mutualisation aujourd'hui, je pense que c'est le mot-clé qui restera. On a évidemment aussi parlé de l'amélioration des flottes de véhicules, on a parlé du foncier aussi, de l'accueil des véhicules de livraison, des surfaces commerciales, et puis on a rappelé aussi, et ça c'est vraiment important, que les livreurs sont des personnes qui méritent qu'on s'intéresse à eux et qu'on les considère et qu'on pense aussi à leur carrière professionnelle. Merci infiniment donc à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, et puis merci donc à nos intervenants. Merci Frédéric Delaval, directeur général délégué d'Urbi. Merci Pierre Ozen, adjoint à la mairie de Strasbourg. Merci à vous. Merci à vous pour votre animation. Et puis, merci à Romuald Lemaire de DB Schenker. C'était un plaisir également. Merci Charlotte, merci aux participants.
Et enfin, merci Lionel Chevrier, directeur général des Moulins Advance. Merci Charlotte et merci à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous. On se donne rendez-vous aussi sur la table ronde de clôture. Merci aussi pour vos questions. À très bientôt.